C'est bon. Bonjour à tous et à toutes et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire que nous organisons avec l'AFNOR sur la révision de la directive performance énergétique des bâtiments. Nous avons un timing assez serré, assez chargé, et ce que je vous propose pour les questions que vous auriez à poser, c'est de les envoyer par le chat. Vous avez vu qu'il y avait une séquence qui sera prévue pour les questions-réponses, qui interviendra après la première partie des exposés. Donc, ce que je vous propose, c'est de poser ces questions par le chat. Éventuellement, au cours des réponses de cette période de questions-réponses, vous pourrez également poser des questions, cette fois-ci en levant la main, et on essaiera de pouvoir de pouvoir vous donner la parole. Voilà, je laisse maintenant la parole à Francis Allard, qui va introduire ce webinaire en nous parlant des enjeux et perspectives des politiques européennes en matière de transition énergétique depuis les origines. Francis, tu as la parole. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous avez mon écran là. Oui, oui. On a l'écran, mais pas les slides pour l'instant. Vous n'avez pas les images. Alors, attendez. Est-ce que vous les avez maintenant? Pas encore. Pas encore. Alors, il y a un petit problème que je vais essayer de résoudre rapidement. Là, apparemment. Évidemment, ça fonctionnait tout à l'heure et ça fonctionne plus maintenant, mais bon. Est-ce que vous voulez que je les affiche? Oui, parce qu'apparemment, je n'arrive plus à accrocher mon écran là. Pas de souci, j'affiche vos slides. Voilà. Alors, est-ce que c'est mon écran ou c'est le vôtre là? C'est le vôtre? C'est le nôtre. Je suppose. Oui. Bon. Bonjour à tous. Excusez-moi pour cette difficulté pour démarrer. Donc, merci d'être avec nous. L'objectif de notre webinaire, c'est de présenter en fait les enjeux européens d'efficacité énergétique des bâtiments, et notamment cette année, ce débat est plus important parce que nous sommes en phase de révision des principales directives qui impactent le secteur du bâtiment en Europe. Si vous voulez bien passer la diapo suivante. Donc, comme le rappelle cette diapositive, en fait, l'Europe s'est construite sur la volonté d'une politique énergétique commune, un D52 en fait, mais disons, les précurseurs étaient essentiellement préoccupés par des problèmes de fourniture énergétique plutôt que d'usage. Diapo suivante. Et donc, s'il vous plaît, voilà, 3 questions. Quid du bâtiment dans ces politiques énergétiques? Et quelle est l'évolution de ces politiques environnementales énergétiques dans le secteur du bâtiment en Europe? Et quelles avancées pour la révision des principales directives nous concernant? La diapo suivante. Donc, en 2001, avec un collègue suisse, nous avions été chargés de faire l'inventaire des réglementations thermiques des bâtiments en Europe. Et ce qui a résulté de ce travail, c'est une grande incohérence en Europe, avec des pays qui avaient déjà mis en place des réglementations thermiques, d'autres qui ne l'avaient pas fait, et une grande incohérence à la fois au niveau des méthodes et au niveau des périmètres, finalement, de ces réglementations. Ainsi, s'il vous plaît, encore. Donc, le défi, finalement, c'était de renforcer le rôle du secteur du bâti dans les politiques environnementales et énergétiques, sachant l'impact du bâti, qui est le premier émetteur de CO2, enfin d'équivalent en gaz à effet de serre en Europe, le premier consommateur d'énergie finale, un potentiel d'économie important, puisqu'il était estimé à 30% à l'horizon 2020, et un impact économique du secteur du bâtiment qui est autour de 9% du PIB et 8% des emplois.
Et de plus, vient se rajouter finalement un réel potentiel de réduction des émissions de CO2 à coût négatif, puisque quand on réhabilite des bâtiments, eh bien, on augmente l'efficacité, on réduit les émissions de CO2. La diapo suivante. Donc ainsi, en 2002, est votée la première directive sur la performance énergétique des bâtiments, où finalement, tout le monde se met d'accord sur une méthodologie commune pour évaluer l'efficacité, sur la mise en place d'une réglementation dans chaque État membre qui définisse des valeurs maximales avec réajustement tous les 5 ans, la mise en place des fameux DPE avec un format unique dans toute l'Europe, la mise en œuvre des inspections régulières à la fois des productions de chaleur et de froid dans les bâtiments, et puis un ajustement des niveaux de performance au niveau du neuf pour les réhabilitations importantes. À l'époque, c'est plus de 1000 m² ou plus de 25% de la valeur du bâtiment. Et de plus, un mandat est donné au CEN pour développer au niveau européen un bouquet de normes, finalement, qui permettent justement de travailler de façon cohérente. La diapo suivante. En 2008, est voté ce qu'on appelle le Climate Action au niveau européen, qui associe finalement ce dont je viens de parler dans un cadre plus large. Et donc, est adoptée à l'époque la directive sur l'intégration des énergies renouvelables. Hein. C'était la fameuse directive 20-20-20 qui prévoyait en 2020 donc 20% d'énergie renouvelable dans le bouquet énergétique européen, 20% d'amélioration de l'efficacité énergétique et 20% de réduction des gaz à effet de serre. De plus, on révise finalement la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Donc, la révision est lancée en 2008, en mai, et toutes ces initiatives, finalement, ont un impact fort sur le secteur du bâtiment. La suivante, s'il vous plaît. Donc, en 2010, la réécriture, finalement, de l'EPBD est publiée, et on voit apparaître des éléments nouveaux, notamment ces fameux Near Zero Energy Building, les NZ. C'est-à-dire que chaque État membre doit mettre en œuvre une politique qui vise, pour tous les bâtiments neufs, une consommation d'énergie quasi nulle. Donc, pour 2020 et pour 2018 pour les bâtiments publics. Et puis de plus, l'accent est mis sur la réhabilitation à basse consommation. Donc, les 1000 m², l'exigence de 1000 m² n'existe plus. Donc, c'est simplement la valeur finalement de la réhabilitation par rapport au coût du bâtiment à 25%. Et puis, on se met d'accord sur une méthode pour évaluer l'efficacité économique des stratégies. Et puis, aussi, on donne un mandat au CEN pour renforcer finalement les normes dans notre domaine. Et puis, en parallèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on intègre aussi les autres directives dans une démarche cohérente. Et puis, on renforce finalement l'usage des DPE. La suivante, s'il vous plaît. En 2012, une nouvelle directive sur l'efficacité énergétique globale est mise en œuvre. Et donc, en ce qui concerne les bâtiments, dans cette directive, on trouve le fait que les États membres doivent mobiliser des investissements dans la rénovation du parc national de bâtiments. C'est-à-dire que chaque État veille à ce qu'à compter du 1er janvier 2014, 3% de la surface au sol totale des bâtiments détenus et occupés par son administration centrale soit réhabilités chaque année. Et puis, on incite aussi les États membres en disant que la même approche est applicable au niveau administratif inférieur sur une base volontaire. La suivante. Donc, un planning sur ce vaste plan là, qui s'appelle Renovate Europe est engagé, qui fait apparaître justement l'interaction entre les différentes stratégies, que ce soit au niveau technologique, au niveau de la formation, mais aussi de la mise en place des mesures politiques. La suivante. Alors, en 2000, à cette époque-là, finalement, la préoccupation s'oriente vers la décarbonation du secteur. Et ce que l'on voit sur cette diapositive, c'est que si on suit les politiques courantes, eh bien, on ne pourra jamais arriver finalement à la réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, à ce moment-là, est voté un ensemble de packages pour réduire de façon drastique finalement les émissions de gaz à effet de serre à l'origine
enfin, à l'horizon 2050. La suivante, s'il vous plaît. Bon, le problème, évidemment, c'est la mise en œuvre. Alors, en 2018, une nouvelle révision de la directive qui nous concerne la plus, sur la performance énergétique des bâtiments, est adoptée en mai. Et puis, on introduit un nouvel élément dans cette directive par rapport à ce dont j'ai parlé précédemment. C'est le fameux SRI, Smart Readiness Indicator. L'objectif, finalement, c'est de qualifier la capacité d'un bâtiment et de ses systèmes à interagir avec les réseaux énergétiques locaux, les systèmes de stockage ou de production locale d'énergie, de façon à gérer au mieux, finalement, l'énergie, mais aussi, bien sûr, le confort ou la santé des occupants. La suivante, s'il vous plaît. Donc, en 2019, eh bien, le pacte vert pour l'Europe est voté et proposé, c'est le fameux European Green Deal. Et dans ce projet très ambitieux, qui a finalement l'assentiment des Européens, c'est ce que montrent un petit peu les sondages qui ont été faits à l'époque, c'est-à-dire que 93% des Européens considèrent le changement climatique comme un grave problème, 93% considèrent qu'ils ont déjà pris au moins quelques mesures pour contrer ce changement climatique, et près de 80% conviennent que la lutte contre le changement climatique conduira à l'innovation. Voilà. La diapo suivante, s'il vous plaît. Pour le secteur du bâtiment, alors bien sûr, l'objectif, c'est de décarboner le secteur de l'énergie, sachant que la production et la consommation d'énergie représentent plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, de façon plus spécifique, pour les bâtiments, on insiste sur la nécessité absolue de rénover les bâtiments afin d'aider les citoyens à faire diminuer leur facture et leur consommation d'énergie. En effet, les bâtiments représentent 40% de notre consommation énergétique, et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, pour l'Europe, alors ce n'est pas tout à fait le cas pour la France, mais pour l'Europe, on est à plus de 30%, autour de 35% des émissions de gaz à effet de serre. La suivante, s'il vous plaît. Donc en 2020, donc est lancé le Renovation Wave Priorities. Donc il y a 3 éléments clés. Finalement, c'est de s'attaquer très sérieusement, finalement, ce qu'on appelle au niveau européen la pauvreté énergétique, c'est-à-dire au fait qu'en Europe, on a à peu près 15% des gens qui ne conditionnent pas leurs bâtiments correctement pour des raisons économiques. La deuxième priorité, c'est la rénovation des bâtiments publics. Et puis, bien sûr, c'est la décarbonation pour ce qui concerne finalement la production de chaud ou de froid dans le bâtiment. La diapo suivante. Donc tout cela finalement arrive jusqu'en 2021, où en 2021, le 15 juillet 2021, la Commission propose de mettre à jour les 3 principales directives impactant notre secteur. Donc il s'agit de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, la directive dont j'ai parlé précédemment sur l'efficacité énergétique globale au niveau européen, et la 3e sur l'intégration des énergies renouvelables. Aujourd'hui, ces 3 directives sont en réécriture. L'ICVF et notre fédération, donc REVA, qui est la Fédération européenne des associations sœurs, disons, de l'ICVF en Europe, se sont proposés dès le début de participer pleinement par des propositions concrètes que nous avons pu faire d'ailleurs au titre de l'ICVF ou au titre de REVA. Et donc, dans la suite de ces exposés, donc je vais laisser la parole maintenant à Johan Zerkibel qui va préciser justement quelles sont les attentes dans le cadre de la réécriture de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Donc Johan, je te laisse la parole. Merci. Voilà, parfait. Donc, les premiers slides. Merci beaucoup, Francis, pour ces historiques de l'évolution de la directive. Ça montre bien que c'est quelque chose qui se construit à fur et à mesure. Et je trouve aussi que la révision qu'ils ont proposée maintenant, elle est vraiment, comme on dit en anglais, a game changer. Ça veut dire qu'un changement de paradigme.
Prochain slide, s'il vous plaît. Prochaine diapositive. Oui. Donc, bon, c'est difficile de dire en 12 minutes, de rentrer dans le détail de la directive. Donc, je vais structurer tout simplement mon exposé en 4 points. Déjà montrer quel est l'impact de la révision sur les activités des professionnels du bâtiment. Quelques commentaires sur des articles précis que je trouve structurants. Faire une petite comparaison entre la réglementation française et la directive européenne et à la fin, quelques conclusions. Prochain slide. Voilà. Donc, l'impact et la révision de la directive sur les professionnels du bâtiment. Déjà, un rappel du contexte. Donc, le professionnel du secteur énergétique, et notamment dans les bâtiments, chauffage, ventilation, climatisation, sont des acteurs clés de la transition énergétique. Mais pour les rester et pour continuer à concevoir et maintenir des bâtiments de haute qualité, il y a un effort de formation très important à faire. Parce que on voit bien que les systèmes énergétiques des bâtiments vont changer. Avant, dans les résidentiels, par exemple, c'était beaucoup de chaudières et avec des radiateurs. Voilà, ça chauffait toujours. Et la performance ne dépendait pas beaucoup des conditions extérieures, par exemple, alors que, par exemple, le système du futur sont clairement la pompe à chaleur, et là, les conditions de fonctionnement sont très importantes. Et les professionnels du chauffage et de la ventilation et de la climatisation travaillent également au niveau national, mais également au niveau européen. Il y a beaucoup de transfrontaliers et des bureaux d'études accompagnent également leurs clients à l'échelle de l'Union européenne. Donc, quelles sont les conséquences? Quel est l'impact sur les professionnels? Au niveau, le problème, c'est que la transposition de la directive, elle est nationale. Et donc, au niveau européen, il y a des professionnels qui sont confrontés à plus de 30 méthodes nationales et régionales différentes. Donc, ça veut dire que pour pouvoir travailler dans les différents pays, ils doivent être certifiés de chaque pays. Il n'y a pas de reconnaissance mutuelle de la compétence. Donc, la conséquence, c'est que la fragmentation de l'Europe par les méthodes nationales et régionales va créer pour les professionnels une charge administrative parce qu'ils doivent être certifiés de chaque pays et des coûts élevés parce qu'ils doivent acheter le logiciel correspondant, etc., etc. Alors qu'il n'y a aucune raison fondamentale pour que les outils différents d'un État membre à l'autre. Next diapo, s'il vous plaît. Donc, voici mon deuxième point concernant quelques commentaires sur les articles de la révision de la directive. Comme j'ai déjà dit, c'est un game changer, c'est un changement de paradigme. Et j'ai mis ici seulement 3 points. J'ai mis les fameux MEPS, qui sont des exigences minimales. Par exemple, on définit les classes pour lesquelles il va être compliqué de louer ou de vendre. Donc, ça, c'est dans l'article 9. Il y a aussi les diagnostics de la performance énergétique, l'article 16, qui donne des précisions, par exemple, sur les méthodes de calcul. Voilà. Et c'est la première fois que la directive, elle précise des seuils maximaux quantifiés, notamment pour la définition des bâtiments zéro émission. Tout à l'heure, Francis, il a mentionné les fameux NZEB, les Nearly Zero Energy Buildings, qui devraient être standards aujourd'hui. Et donc là, la Commission, elle définit un nouveau niveau de performance, qui sont les bâtiments zéro émission dans l'annexe 3 de la directive, et je viendrai là-dessus dans les diapos suivants. Donc, pour la première fois, des seuils quantifiés et des classes sont fixées. La harmonisation des exigences, à mon avis, va dans le sens de l'histoire qui a très bien montré Francis dans sa présentation. Le problème, c'est que
des valeurs quantifiées exigent des définitions claires et des méthodologies d'évaluation comparables, mais qui sont absents aujourd'hui de la proposition de la directive. Et en quelque sorte, c'est normal puisque la transposition, elle est nationale. Ça veut dire que la directive, elle fixe des objectifs, mais la transposition reste au niveau national. Mais là, on a un gros problème parce que le seuil sont forcément liés à la méthode d'évaluation. Donc, mon deuxième diapo sur les commentaires, sur les articles de la révision de la directive, c'est justement l'indicateur du bâtiment zéro émission qui est exprimé en énergie totale. Donc, dans le passé, c'était pas vraiment bien défini dans la directive si c'était l'énergie primaire totale, l'énergie primaire non renouvelable. Voilà. Là, pour la première fois, la directive, elle devient aussi plus précise. Le problème, c'est que alors que l'énergie primaire totale, elle défavorise les pompes à chaleur de l'indicateur, alors que c'est présenté comme le système du futur, parce que normalement, l'énergie prélevée de l'environnement doit être comptée aussi de l'énergie primaire totale. Donc, il y a un petit problème de cohérence de la définition, parce que, avec cette définition, comme l'énergie renouvelable n'est pas valorisée, la performance d'une PAC se situe au même niveau que les performances, par exemple, d'une chaudière à condensation. Donc, l'AICVF et l'AREVA proposent que l'indicateur du bâtiment zéro émission devrait être exprimé en énergie primaire non renouvelable, mais qu'un deuxième seuil devrait être défini pour éviter les compensations abusives et pour limiter également la consommation des énergies renouvelables. Donc, par exemple, un seuil sur les besoins du bâtiment pourrait être rajouté pour assurer une qualité de l'enveloppe du bâtiment. Et parce que mettre, par exemple, une pompe à chaleur dans des bâtiments passoires avec des radiateurs haute température, ça ne fait pas beaucoup de sens. Et également, effectivement, pour limiter la consommation énergétique, y compris l'énergie renouvelable. Juste sur mon diapo, merci. J'ai mis une figure qui est très petite, mais ce qui est important, c'est de montrer que les bars, ils ont des hauteurs différentes. Ça montre que c'est un même bâtiment, mais avec des types d'indicateurs différents, par exemple, en énergie primaire totale, en énergie primaire non renouvelable, et des hypothèses sur l'énergie exportée, la prise en compte de l'énergie exportée de l'indicateur. Et vous voyez que c'est extrêmement important que la définition de l'indicateur est vraiment précise, parce que sinon, un bâtiment, il peut être vert avec un certain indicateur et une passoire, j'exagère un peu, avec un autre indicateur. Le prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, les conséquences de l'EPBD au niveau national. La réglementation française, elle est très ambitieuse parce qu'il y a des méthodes horaires pour tous les bâtiments, ce qui n'est pas le cas en Europe. Il y a analyse des cycles de vie, etc. Le problème, c'est que la réglementation française, elle est basée sur des méthodes nationales, comme beaucoup d'autres méthodes nationales aussi. Mais en France, ils ne sont pas conformes aux exigences du projet de la révision de la directive. Par exemple, l'article 3, méthode de calcul, il est spécifié que la méthode de calcul doit être complétée, par exemple, par la mobilité électrique. Et un deuxième point que je mentionne ici, c'est que, par exemple, l'intervalle du calcul doit être horaire, alors que pour les TPE français, la méthode de calcul et le pas de calcul est mensuel. Et il y a encore d'autres articles, comme par exemple l'article 16, sur le diagnostic de la performance énergétique, le DPE. Il y a beaucoup de précisions, en fait, dans
dans la directive qui sont cités dans l'annexe 5. Par exemple, les classes A et G sont définies, mais également l'échelle, alors que, en France, l'échelle, elle est différente. La définition de l'indicateur français, qui est mix entre l'énergie primaire et les carbones, n'est pas du tout conforme avec le projet de la directive. Donc, il y a là un problème. Et je cite un autre indicateur, les BBO, qui est très bien parce que il caractérise l'enveloppe du bâtiment. Le problème, c'est que il existe nulle part ailleurs en Europe, ni dans les normes. Ça veut dire que c'est une invention franco-française. Donc là encore, on tombe dans les mêmes problèmes avec la cohérence entre les méthodes nationaux et la directive européenne. Le prochain diapo, s'il vous plaît. Et donc, c'est mon dernier diapo. Les conclusions. La réglementation française, elle est souvent en pointe, comme je viens de dire, et comme témoigne par exemple la prise en compte des cycles de vie. Cependant, la définition des indicateurs nationaux peut défavoriser aussi la performance des bâtiments français dans la comparaison européenne, et ça peut avoir des conséquences néfastes pour les acteurs français. Par exemple, vous savez que dans la taxonomie, il y a un certain niveau d'exigence qui est demandé. Ici, les méthodes françaises caractérisent les bâtiments d'une manière un peu moins bonne que les autres méthodes nationales. Ça peut avoir des conséquences néfastes pour les acteurs français. Et donc, il faudrait pouvoir se comparer d'une manière équitable au niveau européen. Il faudrait éviter que les professionnels du français doivent changer leurs outils à chaque fois qu'il y a un change au niveau européen, parce que la réglementation française, elle est différente, ou parce que, par exemple, comme je viens de dire au début, que quand les professionnels français veulent travailler à l'étranger, ils doivent acheter des nouveaux logiciels, etc. Voilà. Donc, notre souhait, ça serait qu'il y ait une comparabilité améliorée, un partage des outils et du savoir-faire au niveau européen. Et ça, cela passe par l'harmonisation des choix français et de la démarche européenne. Malheureusement, aujourd'hui, les choix français ne sont pas portés au niveau européen et vice-versa. Merci. Merci, Johan. Francis, je ne sais pas si tu peux reprendre la parole. Je te laisse la parole. Non, mais écoutez, merci, Johan. Je pense que tu as bien précisé justement les éléments nouveaux et puis quelquefois l'incohérence qui existe entre le national et l'européen. Ce qui était important dans ce webinaire, c'est justement d'avoir un petit peu le ressenti des acteurs. Et maintenant, donc, on va s'intéresser à la perception finalement des architectes. Et donc, je vais laisser la parole à M. Bourdier et Gérard Seigneur. Bonjour, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui. Oui, c'est parfait. Bien. Bonjour à tous et à toutes. S'intéresser à la réglementation nationale et à la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments en tant qu'architecte, c'est s'interroger doublement sur la pertinence d'un tel sujet et sur le rôle que nous pouvons jouer en tant qu'architecte dans ce cadre. Notre présentation, avec Gérard Seigneur et moi-même, tous deux impliqués depuis de nombreuses années dans des travaux de normalisation, va donc s'articuler en deux parties. La première partie sur le pourquoi et la seconde partie sur les leviers pour agir. Pourquoi? Pourquoi des bâtiments performants? Les multiples avantages des bâtiments éco-énergétiques, résilients
et durables sont considérables. Ils comprennent des avantages locaux, tels que la création d'emplois, une productivité accrue, la réduction de la pollution atmosphérique locale et l'atténuation de la pauvreté. C'est aussi une question d'un meilleur accès à l'énergie. L'efficacité énergétique est essentielle afin d'améliorer l'accès à l'énergie, en augmentant la bande passante disponible au sein des réseaux d'énergie, en améliorant la fiabilité, en réduisant les coûts d'accès à une énergie sûre, abordable et durable. C'est une question de santé aussi, de bien-être. Les mesures d'efficacité énergétique peuvent favoriser une bonne santé physique et mentale, principalement en créant des environnements de vie intérieure, sains, avec des températures de l'air, des niveaux d'humidité, des niveaux de bruit et une qualité de l'air améliorée. C'est aussi une question qu'on oublie souvent, liée à la réduction de la pauvreté. L'amélioration de l'efficacité énergétique des foyers à faible revenu offre une solution plus durable à la pauvreté énergétique qu'un soutien continu aux moyens de subvention à l'énergie. Un confort accru, bien évidemment, l'amélioration des systèmes d'isolation, de chauffage, de refroidissement et de ventilation permet d'améliorer le confort thermique, la qualité de l'air, la santé mentale et de réduire considérablement les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires et les allergies. C'est aussi une question d'emploi, la création d'emplois directs et indirects dans le secteur des bâtiments et de la construction grâce à l'efficacité énergétique contribue à accroître la productivité économique. Une plus grande productivité donc, un environnement de travail plus sain et plus confortable améliore la productivité et diminue l'absentéisme. Je passe maintenant la parole à Gérard pour aborder la question des leviers qui nous permettent d'agir. Voilà. Alors, quels sont les leviers? Il y a d'abord les facteurs humains qui sont nombreux, les compétences humaines, d'une part, on en a déjà parlé, le comportement, les décisions, le contrôle de la part de l'utilisateur, et ça, c'est un élément important pour les usagers de pouvoir contrôler leur environnement, la santé et le bien-être, l'éclairage, le chauffage, le refroidissement, les choix architecturaux et des matériaux, les choix des propriétaires relatifs à la performance énergétique, les efforts d'information et d'éducation plus généralement, et fournir aux utilisateurs du bâtiment la possibilité de contrôler leur environnement et pour qu'il y ait une adéquation entre les systèmes du bâtiment et les besoins des utilisateurs. Après, on a des solutions architecturales. D'abord, la conception des bâtiments pour réaliser des bâtiments passifs ou à émission nulle. Une construction passive constitue l'un des moyens les plus efficients et efficaces de réduire la demande en énergie et de fonctionnement pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage. Et par exemple, aussi, la végétalisation des façades, du toit ou à l'intérieur même du bâtiment pour certains bâtiments tertiaires, permet de créer un climat plus hermétique avec des protections solaires qui permettent une ventilation et une pénétration de la lumière. Tout ça, c'est à traiter de la même, dans une approche cohérente. Des refroidisseurs à eau à haute efficacité permettent l'utilisation des eaux usées traitées et un système photovoltaïque sur le toit peut être lié au réseau. Concevoir le logement comme un système permettant l'amélioration continue des performances grâce à l'apport de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux. Et là, on aborde des sujets qui sont un petit peu plus périphériques concernant l'adaptabilité des bâtiments et même leur réversibilité. Ensuite, on a des solutions qui relèvent de l'économie de la fonctionnalité et les limites aussi de la RE2020 qui maintenant s'impose chez nous. Elle pousse à la compacité. On a des problèmes avec les balcons et les ponts thermiques. L'échelle du bâtiment par rapport au quartier n'est pas vraiment traitée.
le choix du vecteur énergétique centralisé avec la non-valorisation de l'exportation. Et on ne valorise que l'autoconsommation. Donc, on est en plein dans le sujet des net zero energy building. Et la réglementation, qui est plus un choix politique avec des conséquences sur le système constructif et la technique. Ensuite, un bâtiment de conception passive va réduire les besoins en énergie, notamment grâce à la lumière du jour, à l'utilisation de la masse thermique, à la réduction du gain de chaleur solaire, à la ventilation naturelle et au contrôle de la circulation de l'air. Une fois les demandes réduites, les énergies renouvelables sur site et hors site sont développées. On traite d'abord le bâtiment et ensuite on s'occupe des systèmes. Ensuite, on a toutes les solutions technologiques des enveloppes et des systèmes. Il faudrait que les enveloppes haute performance deviennent la norme de construction mondiale et que les taux de rénovation triplent par rapport aux objectifs. La norme de performance énergétique 50-2001, relative à la performance énergétique des bâtiments, qui définit une structure systématique et exhaustive d'évaluation de la performance énergétique du bâtiment, est un pas dans la transition des marchés vers la certification énergétique obligatoire qui commence à apparaître. Des options à faible émission de carbone et à haut rendement énergétique existent, telles que les technologies de pompe à chaleur, d'énergie solaire thermique, des packs hybrides alimentés en gaz vert, le chauffage urbain économe en énergie et sobre en carbone. D'autres solutions matérielles qui concernent plus le contenu énergétique des matériaux de structure et des options biologiques, le choix des matériaux de construction et leur intensité. Au-delà du choix des matériaux, l'amélioration de la conception des bâtiments, leur réversibilité, leur adaptabilité, l'allongement de la durée de vie, la réduction des déchets de construction, la réutilisation et le recyclage sont des stratégies d'efficacité des matériaux qui permettent d'optimiser l'utilisation des matériaux et de réduire les émissions intrinsèques des bâtiments. L'ARE2020 a introduit l'indicateur IC Construction qui répond à ce concept au travers de la CV du bâtiment. On peut donner aussi quelques exemples qui ont été mis en œuvre. Le Brighton Waste House, qui s'appelle Maison des déchets, est le premier bâtiment permanent public composé de déchets au niveau européen. Un exemple extrême de bâtiment éco-énergétique qui est construit avec 90% de déchets. Ensuite, on a le London Aquatic Center qui a reçu le prix d'innovation BREEAM pour l'utilisation de mélanges de béton contenant plus de 80% de granulats secondaires de sources recyclées. Le projet a également réduit de 50% l'énergie matérielle intrinsèque des matériaux grâce à l'utilisation de matériaux de toiture et de murs recyclés. Ensuite, il y a les solutions matérielles qui sont aussi les bâtiments résilients. Il faut aussi s'intéresser aux phénomènes météorologiques extrêmes et au changement climatique. La transition énergétique propre avec la décarbonation de l'énergie et l'accès aux services énergétiques modernes. Ensuite, on change d'échelle. À ce moment-là, on a les solutions urbaines, le rôle de tous les PLU et autres au travers de l'aménagement urbain et les solutions aux problèmes au sein des quartiers. On change l'échelle, notamment les îlots de chaleur urbains. Un effet d'îlot thermique urbain peut être réduit lorsqu'il est pris en compte dans la planification urbaine ou lors de la phase de conception d'un bâtiment grâce à l'orientation des bâtiments, à la circulation de l'air, aux matériaux et à la végétation. Et on pourrait aussi faire évoluer la conception, par exemple en utilisant des constructions hautement isolées dans des zones de plus en plus exposées aux vagues de chaleur et aux températures élevées. Les caractéristiques paysagères peuvent également fournir un refroidissement par évaporation afin de réduire les îlots de chaleur localisés. On pourrait prendre aussi appui sur la végétation autour qui peut être persistante ou saisonnière. Les îlots de chaleur urbains aussi ont un impact local réel et les villes réagissent en s'efforçant de minimiser leurs effets. Depuis 2003, Tokyo est un exemple et il applique une politique de mesure de contrôle de l'îlot thermique qui impose de construire de nouveaux bâtiments ou de les agrandir afin de prendre en compte leur impact sur l'îlot thermique local en adoptant des mesures en fonction de leur localisation à Tokyo et de l'ampleur et l'importance du bâtiment. Celle-ci inclut l'augmentation
de la réflectance de la surface, la végétalisation des façades et des toits et l'augmentation de la végétation sur site. Le projet de plan du long comprend des propositions de développement visant à minimiser l'impact de l'îlot de chaleur urbain et à réduire les besoins de refroidissement des locaux grâce à des conceptions et des matériaux sensibles à la chaleur. Enfin, toujours l'économie circulaire, la boucle du cycle de vie par la conception, l'exploitation, la maintenance, la remise à neuf, la réutilisation et le recyclage. L'économie circulaire est une approche dans laquelle les produits sont en boucle continue du début à la fin de leur vie. Dans le secteur des bâtiments et de la construction, la création de bâtiments à la phase de conception dans une économie circulaire prend en compte tous les aspects de la vie du bâtiment et de ses matériaux par le biais de la construction, de l'exploitation et de la fin de vie utile. Afin d'atteindre le caractère circulaire, la fin de vie serait prolongée par une amélioration des opérations, de la maintenance, de la rénovation, de la réutilisation et du recyclage du bâtiment et des composants du bâtiment. Recirculer sans réduction de valeur les matériaux, réduire les déchets en amont et en aval, utiliser les matériaux appropriés, prolonger la durée de vie des produits et déployer de nouveaux modèles commerciaux pour encourager la circularité dans l'utilisation des matériaux. Mais de quoi a-t-on besoin par rapport à la normalisation? Tout ça sont des éléments qu'on prend en compte dans nos conceptions et on a besoin d'une méthode commune au niveau européen qui prenne en compte tous ces éléments-là et qui élargit à bien plus large que seulement la performance énergétique. Donc ça doit être quantifié. Il faut avoir un cadre de définition du périmètre de calcul, des unités communes, des méthodes d'évaluation communes et harmonisées, des indicateurs, et ça élargir justement les indicateurs qui existent déjà, et ce pour permettre d'avoir des objectifs de performance homogènes au niveau européen. Pour exemple, la RE 2020 a introduit une ACV dite dynamique qui est hors norme. Ça donne un bon exemple de ce vers quoi nous tendons aujourd'hui, c'est-à-dire, comme disait Johan, on est loin d'une harmonisation. Merci pour votre attention. Merci, merci beaucoup. Je rappelle que vous pouvez vous poser des questions sur le chat et on aura tout à l'heure un moment de discussion où on pourra y répondre. Je passe tout de suite la parole donc, à Céline Carré, donc, qui représente, disons, les industriels du secteur du bâtiment, disons les équipementiers du bâtiment. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. C'est très bien. Ok, très bien. Merci beaucoup. Oui, voilà, Céline Carré, je suis en charge des affaires publiques pour Saint-Gobain. Je travaille à Bruxelles et donc nous suivons ces questions réglementaires avec beaucoup d'attention. Nous travaillons aussi avec nos partenaires basés à Bruxelles, associations professionnelles et alliances dédiées à la cause de l'efficacité énergétique. Passer au slide suivant. Alors, je vais aborder des points assez ciblés en complément de ce qui a déjà été dit, notamment sur les exigences minimales sur la rénovation, sur la définition du bâtiment zéro émission et aussi sur les outils de planification de la rénovation. Mais avant ça, j'aimerais faire un détour pour expliquer combien cette directive sur la performance énergétique du bâtiment est importante au sein du dispositif qu'on appelle Fit for 55, qui a été donc lancé en juillet dernier pour aligner toutes les réglementations énergétiques et climatiques sur l'ambition de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc, sans rentrer dans les textes que vous voyez à gauche et le nombre de réglementations qui sont en révision à ce stade, dont la directive sur la performance du bâtiment fait partie, même si elle est arrivée un petit peu plus tard au mois de décembre. C'est important parce qu'il s'agit de résoudre et d'accélérer sur la dynamique de rénovation énergétique. Le bâtiment est traité aussi dans d'autres directives. La directive efficacité énergétique a été mentionnée avec l'objectif de rénovation des bâtiments publics notamment,
mais c'est vraiment dans la directive EPBD qu'on peut accélérer sur le levier de la rénovation. Je voudrais aussi faire un détour avec le contexte géopolitique actuel qui nous rappelle à notre dépendance énergétique. La Commission européenne a récemment fait un plan d'action pour y faire face, où l'efficacité énergétique a un rôle. On aurait aimé plus ambitieux, mais juste pour exprimer que tous ces sujets se touchent énormément au niveau européen. On a aussi affaire à une directive ici qui peut faciliter l'intégration des énergies renouvelables. La directive sur le bâtiment peut aider à atteindre les autres objectifs Fit for 55 et à gérer la dimension aussi systémique. On a aussi parfois peine à faire valoir. Voilà, donc c'est vraiment un leadership important qu'on attend sur le texte. C'est au slide suivant. Alors voilà, je voudrais m'attarder ici sur les dispositifs qu'on appelle MEPS, qui a été introduit. Donc les MEPS, c'est les Minimum Energy Performance Standards. Je l'appelle ici, parce que c'est connu dans le contexte français, un dispositif passoire. Il s'agit de mettre en place au niveau européen, en tout cas, des exigences sur les bâtiments existants pour accélérer la rénovation en priorité des bâtiments F et G. Alors, il faut déjà saluer le fait que la discussion soit arrivée à cette étape de maturité qui a permis cette proposition qui n'est évidemment loin d'être parfaite, et qui pour nous est importante pour faire écho à ce qui a pu être fait sur le bâtiment neuf avec toute la dynamique NZEB, Near Zero Energy Building, qui s'est mise en place depuis 2008-2011 avec une échéance pour 2021. Voilà, donc on travaille là-dessus, mais malgré tout, effectivement, le dispositif tel que proposé, on estime qu'il n'est pas suffisant. On ne sait pas combien de temps on pourrait après transformer les bâtiments amenés à une classe E en 2033 pour qu'ils deviennent tous des bâtiments à zéro émission en 2050. On a un problème d'ambition par rapport à ça, même si on se rend bien compte des contraintes qui sont celles des 27 États membres. On essaie de travailler là-dessus actuellement pour éviter ce qu'on appelle le lock-in en termes de carbone et du potentiel qui pourrait être perdu si on fait les choses à minima. On exprime ça dans un besoin de viser une classe plus ambitieuse à l'horizon 2030 et 2035 en prenant en compte les différents secteurs du stock, notamment un tempo différencié potentiellement pour les bâtiments publics, les bâtiments non résidentiels et les bâtiments résidentiels. On exprime aussi un lien qui est nécessaire avec ce qu'on appelle le plateau rénovation, qui fait partie des propositions qui sont présentes dans cette directive, à savoir que si on imagine des rénovations phasées, il faut absolument avoir en tête la cible ultime à atteindre, et ça c'est faisable avec des recommandations consolidées dans un rapport rénovation énergétique. Un autre aspect aussi, c'est les éléments sur la rénovation, comment ça est défini. Donc, rénovation qu'on peut traduire comme rénovation performante, performante globale, qui est définie ici comme une rénovation qui atteindrait le seuil ZEB, le seuil Zero Emission Building, ZEB, encore à définir. Mais on voit aussi qu'il y a un besoin de disséminer ce concept, de le rendre plus visible et aussi d'aligner les financements par rapport à ça. Vous pouvez passer sur le slide suivant et peut-être cliquer encore une fois. J'aimerais faire écho à ce qui a été déjà dit sur le lien entre ce qui est proposé dans cette directive et ce dont on a besoin pour garder en tête l'objectif d'efficacité énergétique. Au niveau européen, il y a un concept qui s'appelle Energy Efficiency First. On cite au niveau des politiques publiques, alors pas forcément dans le bâtiment, à toujours évaluer les bénéfices, les coûts et les bénéfices des options d'efficacité énergétique par rapport aux autres options en termes d'offres énergétiques, donc le supply. Et bien évidemment, les options qui s'offrent à nous dans le cadre de cette directive sont un moyen de mettre en œuvre ce principe
Energy Efficiency First. Et donc, par rapport à ça, ce qui a été dit par rapport aux indicateurs qui sont proposés, à l'indicateur énergie primaire proposé ici, ne correspond pas forcément aux objectifs qu'on pourrait avoir de limiter le besoin en énergie et ainsi faciliter la transition vers les énergies renouvelables. Notamment, arriver à trouver quel est le seuil qui permet une compatibilité avec des systèmes de chauffage à basse température. Ça, c'est une dynamique très, très importante à garder en tête, qui était bien présente dans la définition des bâtiments NZEB, cette interaction entre les enveloppes et les systèmes. Il y a aussi des seuils qui ont été proposés qui devraient être consolidés dans l'idée d'encourager, que ce soit en France, mais aussi dans tous les pays, le progrès continu en termes d'efficacité énergétique vers l'horizon 2030. Et donc, par rapport à ça, on se demande un peu quel serait le degré du push peut activer cette directive par rapport à un état des lieux qui est encore très disparate en termes de seuil Near Zero Energy Building. Donc en 2022, en Europe, il y a encore pas mal de pays qui sont pas forcément au niveau des guidelines européennes. Au niveau du carbone en cycle de vie, en fin de cycle de vie. La Commission propose aussi une dynamique de reporting qui est importante. Là encore, on clarifie aussi le besoin d'une approche européenne, ça a été souligné. Il y a beaucoup de créativité par rapport à cette méthode de calcul du carbone au cours du cycle de vie. Et donc, c'est très important de pouvoir comparer, d'arriver à une comparabilité des bâtiments dans leurs émissions tout au cours du cycle de vie. Et par rapport à ça, c'est important de consolider la méthode européenne, de consolider aussi les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de la méthodologie Levels. Un des messages aussi qu'on aime à faire passer, c'est que tout ça, ça doit passer par une méthode un exercice de pilotage. Donc, ce qui s'est passé avec le témoin en France serait une méthodologie et un exercice de pilotage intéressant à partager au niveau européen. Le dernier slide, oui, ça c'est par rapport à la montée en puissance de la filière de la rénovation qui passe par des plans. Alors, on a des plans qui existent déjà. Les États membres ont déjà produit trois fois ce qu'on appelle des long-term renovation strategies qui vont passer un petit peu au cran supérieur. Ce qu'on exprime, c'est qu'on a besoin d'avoir des indicateurs communs, de lister et mieux quantifier les bénéfices comme outil à la prise de décision, ainsi qu'une approche par segment. Aujourd'hui, ces plans de stratégie de rénovation à terme ne sont pas suffisamment crantés à lisser l'ambition sur la rénovation au-delà de décisions qui vont être annuelles, par exemple dans le cadre des plans budgétaires, et donc on a besoin de passer à une vie pour savoir exactement combien de bâtiments vont être rénovés tous les 5 ans, dans quel segment, de telle manière à accélérer la montée en puissance du secteur sur ces segments-là et partager les meilleures pratiques. La structuration de la filière et des compétences passera aussi par l'accélération des rénovations qu'on dit hors site, qui nécessite aussi de former les professionnels. Tout ça, ce sont des enjeux qu'on vient de lister européen. Alors, le slide de question. Voilà, juste pour dire que cette directive, pour vraiment ancrer le fait que cette directive a un rôle majeur dans le cadre du paquet Fit for 55. Pour paraphraser le préfet Martin Nadeau qui avait dit que le bâtiment va tout va, et que la directive performance énergétique va permettre au reste du paquet Fit for 55 d'être consolidé, en gardant en tête que l'ambition répond à des exigences en termes de transition climatique, d'indépendance énergétique, de système, et notamment le passage du prix de demande d'emploi, mais aussi une dimension citoyenne. On touche au cœur de la vie des
citoyens et donc à leur adhésion par rapport à la transition énergétique. Je vous remercie. Bien, je vous remercie. Il y a eu des petits problèmes, le son n'était pas très bon. On avait un écho derrière vous qui rendait quelquefois inaudible vos propos. Mais bon, on va passer tout de suite finalement à un autre cadre professionnel qui est celui des industriels du contrôle commande. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'introduction du SRI, Smart Readiness Indicator, qui mesure justement la connectivité finalement des bâtiments vis-à-vis des réseaux énergétiques ou à l'intérieur pour le contrôle. Donc, je vais laisser la parole maintenant à M. Dan Napar, qui va nous donner justement le point de vue des industriels du secteur. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des coups? Tout va bien. Parfait. C'est parfait. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je représente une industrie, l'industrie de la régulation EGTB. En anglais, ça s'appelle Building Automation Control. Si on rajoute le S, vous avez exactement toute la teneur à la fois des services qu'on donne aux bâtiments, à savoir le chauffage, le refroidissement, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'éclairage. Tout ça sont gérés par nos régulateurs. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, l'enjeu évolution des réglementations européennes et françaises vues par notre industrie, très clairement, le focus c'est notre industrie. Pour l'Europe, il s'agit de la directive DPEB 2018, c'est la dernière, mais il faut savoir, ça a été dit, c'est en cours de son recast, de remettre à jour. Pour la France, ces enjeux sont multiples parce que nous avons la transposition de la DPEB 2018 et qui en France, c'est le décret BAX, le nom indique exactement son scope, le décret tertiaire et la montée en puissance des RE 2020 et en même temps le soutien financier du plan de relance. Vous voyez qu'en France, dans ces moments, on a, ça a été dit par d'autres, on a un vrai tsunami réglementaire, que ce soit en Europe ou que ce soit en France. Donc, pour tous les industriels qui travaillent dans les bâtiments, on sera bel et bien occupé pour quelque temps pour faire marcher tout ça. Pour notre industrie, encore une fois, pour la dernière fois, régulation EGTB signifie Building Automation Control, BAC. L'enjeu est d'être conforme aux réglementations, donc on ne peut pas mettre sur le marché des produits qui ne sont pas conformes aux réglementations, que ce soit européennes et françaises. Et pour jouer son rôle de contrôle commande et de monitoring, qu'est-ce qu'on fait nous, globalement? C'est on assure le confort de tout type, pas seulement les températures, hydrométrie, CO2, etc. On assure pour la santé et productivité dans les bâtiments et pour cela, notre rôle, c'est utiliser le minimum d'énergie possible. Cela permet d'atteindre l'efficacité énergétique des bâtiments, à la fois en Europe, en France, je dirais dans le monde, et réduire l'empreinte carbone du bâtiment et lutter contre les changements climatiques. Le slide suivant. Donc, je commence en ordre. Le DPEB 2018 a été deux nouveaux systèmes techniques des bâtiments. La régulation EGTB, le BAC, et l'introduction production d'électricité sur site d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment. Pour la régulation EGTB, la DPEB 2018 demande des exigences impératives pour l'installation et la rénovation des systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments BACS dans les bâtiments non résidentiels existants et neufs, ayant des systèmes de chauffage ou des systèmes de chauffage et de ventilation d'une puissance nominale utile supérieure à 290 kWh d'ici 2025, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable. Tout ça, c'est mis dans les articles 14 et 15, qui par ailleurs traitent de l'inspection. Les bâtiments existants et neufs équipés de BACS sont exemptés des inspections obligatoires des systèmes de chauffage climatisation. Maintenant, quel système de BACS il faut? C'est un système BACS qui correspond aux exigences de la directive et un système de classe B, voire A, spécifié dans la norme NF-EN 15232-1, mais qui en 2022 a été évolué au niveau mondial avec la référence NF ISO 52120. Slide suivant. Donc, la mise en œuvre en France de ces directives a pris la forme d'une approche décret BACS, décret tertiaire, accompagné de le financement du plan de relance. Pour rendre transparente cette triade, l'explication peut être exigence des moyens, c'est le décret BACS, l'exigence des résultats, c'est le décret tertiaire, objectif de réduction des consommations énergétiques finales, et le financement, il est amplifié, plan de relance,
il est visé, entre autres, une exemplarité du secteur public. Donc, je dirais pour la France, une fois la directive a été mise en œuvre, on verra à la fin de mon exposé ce qui se passe dans les autres pays. Les cadres réglementaires françaises se va compléter entre autres par un nouveau DPE. La RE 2020 va rentrer en application pour les résidentiels le 1er janvier 22 et pour les tertiaires le 1er juillet 22. Et aussi l'évolution de la RT 2012 à RE 2020. Même les noms, vous voyez que ça a été modifié. À remarquer le changement du paradigme de réglementation thermique, la France évolue vers une réglementation environnementale. La RE 2020 va rentrer en application pour les résidentiels le 1er janvier 22 et pour les tertiaires le 1er juillet 22. Slide suivant. Maintenant, un tout petit focus sur la RE 2020 parce que quand même, elle va être rentrée, elle va s'appliquer. Hein, et donc, l'obligation de toute l'offre doit être conforme à la réglementation. On a introduit, la RE 2020 a été introduite par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, LTECV de 2015, la stratégie nationale bas carbone, SNBC, et la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, et fixe d'orientation pour les filières d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, je tire votre attention que même en France, on a quelque part pour le domaine de la construction, regardez tous les noms et tous les, comment je vais dire, croisements de textes qui doivent être pris en compte pour arriver à la RE 2020 et l'outil de calcul qui est obligatoire avant d'avoir un permis de construire. La loi évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ELAN, prévoit l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs en 22. Son objectif est de poursuivre l'amélioration de la performance énergétique et du confort des constructions, tout en diminuant leur impact carbone. Elle s'articule autour de trois principaux axes. Donc, poursuivre l'amélioration de la performance énergétique et la baisse des consommations des bâtiments neufs. La RE 2020 va au-delà de l'exigence de la RT 2012 en insistant en particulier sur la performance de l'isolation, quels que soient les modes de chauffage installés, grâce au renforcement des exigences sur l'indicateur des besoins bioclimatiques, BBio. Je ne ferai aucune référence sur ça. Mes collègues ont insisté sur la conséquence des BBio. Ensuite, diminuer l'impact sur le climat des bâtiments neufs en prenant en compte l'ensemble des émissions du bâtiment sur son cycle de vie, de la phase de construction à la fin de vie, matériaux de construction, équipements, en passant par la phase d'exploitation, chauffage, ressources sanitaires, climatisation et éclairage, via une analyse du cycle de vie. Permettre aux occupants de vivre dans un lieu de vie et de travail adapté aux conditions climatiques futures en poursuivant l'objectif de confort d'été. Les bâtiments devront mieux résister aux épisodes de canicule qui seront plus fréquentes et intenses du fait des changements climatiques. Donc, la RE 2020 repose sur une transformation progressive des techniques de construction, des filières industrielles des solutions énergétiques afin de maîtriser les coûts de construction et de garantir la montée en compétences des professionnels. Slide suivant, s'il vous plaît. Là, maintenant, je reviens sur l'évolution de la réglementation européenne. La DPEB 2018 est en révision active et un premier texte a été rendu public. Pour atteindre les objectifs climatiques de l'UE et de décarboniser complètement le parc immobilier d'ici 2050, des mesures plus strictes doivent être mises en place au niveau européen. Ça a été déjà présenté en partie. Maintenant, pour notre industrie, nous avons structuré des propositions pour cette révision en système et j'ai donné l'adresse où vous pouvez charger tous ces documents en détail par notre association sœur, je peux dire européenne, qui est OEBAC. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, nous avons identifié 6 points. Premièrement, on dit les choses suivantes. Impérativement mettre en œuvre les exigences et recommandations de la DPEB 2018 sur tous les territoires européens. Ça fait la liaison avec tout ce qu'ils ont dit mes collègues, à savoir que si la France est en avance à peu près de 2 ans, c'est des avantages, bien sûr, mais c'est aussi l'inconvénient que quelques industries, pas forcément la nôtre, mais ça commence à venir, de faire des produits et des systèmes pays par pays. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ni plus ni moins d'augmenter les coûts de recherche et développement, des documentations, des mises en œuvre, des formations, etc. Donc, la première chose au moins de se dire, c'est qu'à la place d'empiler des réglementations à pas en finir, au moins de les mettre en œuvre telles qu'elles sont. Bon, mauvaises, excusez-moi les termes, mauvaises, mais au moins si elle est là, elle doit être faite
Et ça peut, j'ai écouté quelques industries qui disent on va plus rien faire parce que là, on finit même pas de mettre en œuvre une mesure qu'elle change déjà. Numéro 2, utiliser la digitalisation et l'innovation technologique comme moteur pour la massification de la rénovation. C'est très clair que là-dedans, notre industrie, ça a été cité les SRI par exemple, comme d'autres utilisent l'informatique comme étant un des nouveaux axes de développement. Et pour nous, ça veut dire ni plus ni moins qu'on puisse optimiser. Optimiser veut dire des données, des critères d'optimisation de telle nature qu'on fait la réduction des consommations énergétiques et de l'empreinte carbone. Pour la décarbonisation et l'efficacité énergétique, définir des indicateurs de réussite de l'action politique et prévoir des mesures de correction si nécessaire. La régulation m'a appris, et ça depuis 50 ans, qu'il faut mettre en œuvre une boucle fermée avec des possibilités de correction, c'est la définition même de la régulation. Ce que je constate, comme beaucoup d'autres, c'est que l'indicateur de réussite ne manque pas. On fait à chaque fois, on fait le constat qu'on n'est pas arrivé et qu'il faut faire quelque chose d'autre. On peut dire que quelque part, on suit une boucle de régulation. Mais néanmoins, les mesures respectives sont pratiquement manquent, si vous voulez, d'indicateurs de réussite et de savoir pourquoi. Renforcer l'utilisation des référentiels techniques normatifs et combler des écarts pour des sujets qui ne sont pas encore couverts par les textes, comme l'équilibrage hydraulique, dispositifs de régulation auto-adaptative, on appelle ça des auto-apprentissages, on appelle ça des IoT, protection solaire, optimisation nominale et en réel. Je vais dire que pour la plupart des cas, on fait le dimensionnement des appareils et on le fait, et des équipements, et que globalement, en réel, elle ne fonctionne pas au nominal. Donc, ça veut dire qu'au point de vue dynamique, les paramètres des bâtiments changent. Et cela veut dire qu'il faut travailler en temps réel et, si possible, au moins en pas horaire tel qu'il l'indiquait Johan. Alignement d'autant que possible entre les réglementations EU nationales, commençons par la France. Utilisons par exemple les mêmes référentiels normatifs supportés par des outils EU et européens pour la filière de la construction. Ça s'est exprimé pas seulement par tous les gens qui travaillent dans le domaine, mais par toutes les industries d'une façon directe ou indirecte. Cela veut dire que dans les pays, donc nous-mêmes, on induit pas mal d'extra-coûts, d'impossibilités de faire et manque de massification de la rénovation énergétique, par exemple. Prendre soin du confort pour les utilisateurs, en particulier pour la qualité de l'air. En cas de pandémie, on a vu que tous ces indicateurs deviennent absolument nécessaires pour pouvoir sauvegarder la santé. Et je reviens encore une fois avec une chose, je pense qu'il faut mettre l'humain au centre de nos préoccupations. Dans le sens suivant, c'est que je ne pense pas qu'il faut faire des bâtiments pour ensuite faire de l'efficacité énergétique ou faire des réductions de carbone, etc. Il faut les concevoir tel qu'il a été décrit par nos amis architectes, de mettre des bonnes enveloppes, des bons systèmes techniques de bâtiment et ensuite les utiliser et optimiser en fonction des usages. Sinon, je vois mal comment on va arriver jusqu'à 2050 des objectifs tels qu'ils ont été donnés. Je pense que j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous remercie pour votre intervention. Je vais laisser peut-être la parole maintenant à Christian Feldman, qui relevait les questions que vous avez déposées sur le chat et auxquelles on peut répondre maintenant. Donc Christian, je te laisse la parole. Oui, merci Francis. Bon, il n'y a pas beaucoup de questions, mais j'en ai noté au moins deux. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro parce qu'on t'entend très mal? Est-ce que vous m'entendez là? Oui, merci. Bien. Oui, bon, il n'y a pas beaucoup de questions, mais j'en ai noté deux. Celle de M. Alessandrini, pardon si j'écorche son nom, qui posait une question sur la méthode de calcul et le choix qui a été fait. Tu peux te rapprocher du micro parce qu'on t'entend très mal. Alors, j'espère que vous m'entendez mieux. Oui, oui. La question de M. Alessandrini, je crois, qui concerne la méthode de calcul qui est adoptée par rapport à celle qui a été définie dans la norme EN 13790. Alors là, je pense que Johan peut-être nous apporter des précisions là-dessus. Johan,
tu as la parole si tu peux nous répondre. Oui, pour les spécialistes, la norme 13790, c'est une des normes les plus, ça a été une des normes les plus utilisées en Europe pour calculer les besoins des bâtiments. Cette méthode, en fait, a été les fruits d'un travail français scientifique et technique et de l'expérience française et qui a été porté au niveau européen. Donc, je pense notamment à la méthode horaire. Donc, je trouve que c'était un excellent exemple comment harmoniser l'approche française et la normalisation européenne. Malheureusement, la normalisation, elle exige une révision ou une revue de normes tous les 5 ans. Malheureusement, la France n'était pas présent au niveau de la révision. Il y a d'autres pays qui ont pris la main et qui ont développé, changé la méthode. Et c'est pour cela aujourd'hui, la méthode française n'est plus en conformité avec la méthode de la norme 52016. Voilà. C'est typiquement l'absence, elle a été changée parce que il n'y a plus d'experts français qui ont défendu la norme. Voilà. D'où la nécessité d'être présent dans les instances européennes de normalisation. Une autre question de M. Georges Geste à tout le monde. Dans quelle mesure les bâtiments sont-ils inclus dans le système d'échange des quotas? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. De quel quota s'agit-il d'ailleurs? Johan, si tu as... Ça a été dans ma présentation. Je fais peut-être une première réponse et après mes collègues peuvent éventuellement compléter. Je l'ai introduit dans ma présentation parce que j'ai vu, je l'ai lu dans les commentaires qui accompagnent généralement les directives. J'ai vu cette phrase. Et aujourd'hui, aux actualités, on entend de temps en temps que ça devrait se faire. Bon, je ne sais pas si les modalités sont déjà précises, mais je l'ai introduit pour illustrer que c'est très important d'avoir une définition claire et une méthode commune pour quantifier les émissions dans le secteur du bâtiment. Et par exemple, aujourd'hui, c'est typiquement, les bâtiments sont devenus pas seulement des consommateurs d'énergie, mais également des producteurs d'énergie. Et donc, par exemple, le fait, comment prendre en compte qu'un bâtiment qui exporte, par exemple, de l'énergie, par exemple, par sa production photovoltaïque, pas seulement pour son auto-besoin, mais également qu'il exporte dans les réseaux, comment ces choses-là sont prises en compte dans les quotas d'énergie. Voilà. Donc, pour moi, c'était pour illustrer le fait qu'il faut une définition commune parce que, effectivement, aux quotas sont liés des financements très importants. Et donc, voilà, c'était pour moi pour illustrer la nécessité d'avoir une méthode et des outils communs pour quantifier, par exemple, les émissions de CO2. Merci. Merci, Johan. Une autre question. Serait-il possible de résumer en quelques mots ce qu'est la notion de Fit for 55? Je ne sais pas si c'est les carrés. Non, on ne t'a pas entendu. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. La question, c'est serait-il possible de résumer en quelques mots ce que c'est Fit for 55? On n'a pas très bien entendu. Alors, est-ce que Céline Carré est toujours en ligne? Est-ce qu'elle peut nous apporter une précision sur ce concept de Fit for 55? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Vous avez Oui. la parole. OK. Le paquet Fit for 55 est destiné à aligner les réglementations européennes dans le domaine énergie et climat aux objectifs
acté au niveau européen de réduire de 55% les gaz à effet de serre d'ici 2030. On était jusqu'à présent sur un objectif de moins de 40%. On doit aligner à la fois la directive ETS sur les systèmes justement d'échange de quotas d'émissions, la directive sur les renouvelables, la directive efficacité énergétique, la directive qui s'appelle Effort Sharing sur les secteurs qui ne sont pas ETS. Il y a aussi la directive sur le bâtiment. Voilà, donc c'est la remise à plat de tous les objectifs pour caler avec le moins 55%. J'espère que c'était clair. Merci. Une question de Sylviane Nibel. Bonjour Sylviane. J'aimerais avoir l'avis des orateurs et experts. Les écarts entre le projet DPEP du 15 décembre 2021 et la directive définitive seront-ils substantiels ou pensez-vous que c'est déjà ficelé, entre guillemets, dans le projet? Je peux apporter, c'est Dana Par, je peux apporter quelques précisions sur cela. Il s'agit d'un trilogue. Cela veut dire que ce document que vous faites référence, 15-12-20-21, est issu de la Commission européenne. Ce document est passé maintenant dans les mêmes des parlements européens qui vont commencer de débattre, sur lesquels vont être mis des rapporteurs qui vont faire des amendements. Et ensuite, le troisième pilier, c'est par les conseils européens qui sont les présidents des pays de la Commission européenne. Dans tous ces trilogues, ça s'appelle comme ça, il n'y en aura pas des choses définitives à ma connaissance. J'ai vécu, par exemple, étant président de l'OIBAC à l'époque, à Bruxelles, pour la directive 2018, entre les documents initiaux prévus par la Commission et le document final, il y a eu pas mal d'amendements. Donc, premièrement, je suis témoin vivant qu'il n'y a pas des choses qui sont déjà ficelées, que les parlementaires défendent l'opinion des utilisateurs nous-mêmes et en même temps de l'état dans lequel se trouve leur état, si je puis dire. Donc, on verra bel et bien ce que ça va ressortir. Ce qui est clair, c'est qu'on doit réagir beaucoup plus et que tout le monde est de plus en plus traumatisé par les dégâts qui sont produits par les changements climatiques. Si je peux compléter ce que vient de dire Dana Par, Johan Zerguven, c'est que la France, qui préside aujourd'hui le Conseil européen, a déjà envoyé le commentaire à la Commission il y a à peu près 2 semaines. C'est un document qui fait quand même 185 pages. Et on voit déjà les propositions de changement dans la directive. Voilà. Et notamment, par exemple, si je me rappelle bien, mais sans garantie, le seuil quantifié ont disparu. Une question d'Alain Bodin. On parle beaucoup de bâtiments publics en France, mais on a l'impression, et des exigences donc, qui sont, j'imagine, dans le projet de directive, on parle beaucoup donc, de bâtiments publics en France, mais on a l'impression que l'on n'en fait pas grand-chose pour ces bâtiments. Qu'en est-il ? Je peux apporter une réponse à cette question étant sur le terrain aussi, pas seulement dans toutes les instances européennes et françaises, c'est aussi étant actif dans l'industrie en France. On peut avoir le sentiment que ça ne se passe pas grand-chose parce que quelque part, on est dans les bâtiments publics, c'est que je peux vous affirmer, tous les ministères qui ont des patrimoines immobiliers ont été obligés de faire leur programmation de rénovation énergétique. L'argent a été alloué, mais pour la plupart des cas, on tombe dans ce que c'était dans mon transparent, si économiquement et pratiquement et techniquement c'est faisable. Pour la plupart des cas, tous ces bâtiments administratifs en France et à Paris notamment sont des bâtiments, je veux dire, au point de vue architectural, pratiquement on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, il y a aussi des plans secondaires de vendre ce type de bâtiments. Donc, on peut avoir à l'extérieur que ça ne se passe pas grand-chose, mais je vous rassure qu'il y a une vraie préoccupation respective d'essayer de répondre à l'exemplarité de l'État.
C'est tout ce que je peux vous dire parce que dans notre industrie, je connais des collègues qui travaillent dans ce type de bâtiments. C'est vrai, c'est pas la grande majorité. Je ne peux pas dire que c'est une vraie massification, mais c'est une préoccupation qui existe. Ce que je peux peut-être rajouter, c'est qu'effectivement, l'exemplarité de l'État sur la rénovation, donc elle était dans la directive en 2008 déjà. Dans le texte que l'on a eu, elle était centrée sur les bâtiments, disons, relevant directement en propriété de l'État lui-même, c'est-à-dire l'administration centrale et ses ministères. Dans le texte que l'on a eu, là, sur la nouvelle directive, la notion de bâtiment public est largement étendue, finalement, et donc devrait concerner tous les bâtiments publics, hein, universités, écoles, etc., que ce soit en propriété de l'État ou de l'ensemble des collectivités. Donc ça peut avoir un impact très important sur les plans de rénovation au niveau national. Merci. Une autre question qui vient d'arriver de Pierre Boisson. Est-ce que la nouvelle version de l'EPBD aborde ou abordera-t-elle le sujet de la garantie de performance énergétique et notamment le CPE pour la massification de la rénovation? Qui peut répondre? Johan? Peut-être Johan. Désolé, mais je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Dan, peut-être? Des éléments? C'est plutôt la façon que la formulation est faite. Comment une directive peut aborder la garantie des performances énergétiques? Là, globalement, même je vois une autre question qui était adressée directement à notre industrie concernant les SRI. Il y a beaucoup de mesures qui, par ailleurs, sont transposées dans les textes de loi, mais quelque part, désolé, je vais m'écarter, mais je suis obligé. Cela veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de contrôles, ce qu'il faut dire. Et il n'y en a pas beaucoup de garanties. Et il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce que globalement, quand ça se passe mal, ou nous ne sommes pas dans les clous, ou si comment je vais dire, tous les calculs qui ont été faits, on y arrive au réel et que les indicateurs de consommation ne sont pas assurés. Et premièrement, il n'y en a pas de sanctions. Deuxièmement, il va falloir avoir énormément d'auditeurs qui doivent se faire, etc. Donc, vis-à-vis de tout ça, je ne peux pas autre chose de dire. Bon, je l'ai dit d'une façon ludique, mais qu'est-ce qu'elle fait la police dans ces cas-là? Donc, on n'a pas vraiment d'une police qui est faite pour les garanties des performances énergétiques et autre chose. Désolé d'utiliser ce terme, je vous avais dit je m'écarte, mais ce que je peux constater, comme d'ailleurs tous mes collègues, c'est que le contrôle ou des demeures d'obtention des garanties ne sont pas suivis avec des indicateurs de dire bon on a fait 1000 permis de construire et dans lesquels 90 ont été atteints les indicateurs qui ont été calculés, etc. J'ai jamais vu ce type des indicateurs. Néanmoins, excuse-moi, Johan, et néanmoins, si ça rentre, notre industrie le mettra en application pour répondre à l'autre question. Si ça arrive néanmoins que nous, on doit faire quelque chose, on le fera. Ça sans aucun doute. Parce que là, on est très clairement, l'accès au marché est donné par le respect de la réglementation. Et notre industrie, elle est en faveur de respecter toutes les réglementations européennes et françaises. Mais juste pour compléter, effectivement, c'est un sujet très important. Ça veut dire que est-ce qu'on retrouve la performance promise après une rénovation? Est-ce que la retrouve sur le terrain, dans les faits? Est-ce que les émissions de CO2, ils ont vraiment diminué ou pas? Donc la question de la mesure et d'abord de la mesure et également de la garantie de la performance, peut-être pas de la garantie, mais de la performance énergétique tout court. C'est un sujet très important et je pense que c'est déjà, on la retrouve dans l'EPBD parce que vous pouvez, la mesure de la performance, parce que vous pouvez avoir soit
la conformité avec une méthode de calcul, soit une conformité avec les mesures. Et je pense que la mesure, c'est un sujet la mesure de la performance et peut-être de la garantie derrière, c'est certainement un sujet qui va monter à fur et à mesure dans l'histoire de l'EPBD, comme il a très bien montré Francis. Merci Johan. Nous arrivons au terme de cette période d'échange. Je signale et je remercie Céline Carré qui a fourni sur le chat une réponse à la question qui était posée, donc chacun pourra la consulter. Il y a encore une question d'Alain Baudin sur les rédacteurs des normes et directives, mais je pense que c'est Antoine Gossorg, à qui je vais laisser la parole maintenant au titre de l'AFNOR, qui pourra y répondre implicitement dans la présentation qu'il va faire de l'AFNOR et la normalisation européenne. Je voudrais, avant de lui céder la parole, remercier l'AFNOR de nous avoir accueillis, d'avoir permis la réalisation de ce webinaire aujourd'hui, en mettant à notre disposition ses locaux et ses moyens techniques. Antoine, je vous laisse la parole pour cette dernière partie qui concerne donc l'AFNOR et son rôle dans la normalisation européenne. Vous avez la parole. Merci Christian. Bonjour à tous. Alors juste en quelques mots, c'est vrai qu'on souhaitait associer la normalisation à ce webinaire, juste pour vous montrer un peu les liens qu'il peut y avoir aujourd'hui entre la révision d'une directive ou les liens qu'il y aura prochainement avec la normalisation européenne et la révision de cette directive. Alors sans vouloir rentrer trop dans les détails historiques, voilà, quelques rappels très rapides sur le décret de 2009 et sa révision de 2021 qui fixent les objectifs et le rôle d'AFNOR. Donc vraiment très rapidement, voilà, rappeler que la normalisation est une activité d'intérêt général et qu'elle s'établit de manière consensuelle avec toutes les parties intéressées. Elle vise notamment à encourager le développement économique, l'innovation et le développement durable. Ça, c'est pour nos principaux objectifs à l'AFNOR. Et AFNOR a pour rôle d'orienter et de coordonner l'élaboration des normes nationales, européennes et internationales. Alors aujourd'hui, on s'arrête essentiellement sur les normes européennes. Aujourd'hui, c'est presque notre cœur de métier, notamment dans tout ce qui touche à la performance énergétique des bâtiments. On a énormément de normes qui sont européennes. Les normes franco-françaises sont un peu moins nombreuses et les normes internationales, selon différents accords, sont également reprises dans les collections européennes. Donc aujourd'hui, on a un travail vraiment important au niveau européen. Et ce que je souhaitais également rappeler, c'est qu'au niveau européen, on a ce fameux règlement de 2012 qui fixe certains principes dans la normalisation européenne et surtout qui impose notamment la reprise des normes européennes dans la collection nationale. Ce n'est pas une option ce n'est pas une option et en même temps, il faut que la norme soit reprise dans la collection nationale pour exister. Vous l'avez sans doute vu, vous n'appliquez pas des normes EN 17423, vous appliquez une norme NFEN 17423, c'est parce qu'elle a été reprise dans la collection nationale que la norme européenne existe, mais c'est une obligation, sauf évidemment, comme toujours, quelques exceptions qui peuvent exister, mais retenez quand même que c'est une obligation pour les normes européennes d'être prises dans les collections françaises. Là où c'est important, je pense, de revenir, c'est la différenciation qu'il peut y avoir entre les normes que j'ai appelées classiques et qui représentent 85% des travaux qui sont effectués dans la normalisation européenne et ce qu'on appelle les normes harmonisées. Alors, les normes classiques que l'on développe au sein des comités techniques, par exemple le CNTC 371 sur la performance énergétique des bâtiments, ce sont les normes qui sont créées à la demande de l'AFNOR, par exemple, plus précisément des experts évidemment qui sont membres des commissions de normalisation ou des groupes de travail qui sont membres des différents comités techniques. Donc ça, ce sont vraiment les normes que l'on peut retrouver au quotidien. Et puis, vous avez de manière un peu différente ce qu'on appelle les normes harmonisées qui, elles, viennent en soutien d'une réglementation et qui décrivent des solutions permettant d'atteindre les objectifs fixés
par la dite réglementation. On a parlé beaucoup de mandats au cours de la matinée. Aujourd'hui, on parle maintenant de demandes de normalisation de la Commission européenne, mais retenez que ce sont les anciens mandats, c'est la même chose. Et évidemment, la différence est importante puisque les normes classiques sont d'application volontaire, lorsque les normes harmonisées, elles, vont rentrer dans la réglementation. Donc, c'est vraiment un axe important de différenciation entre ces deux normes qu'il fallait souligner aujourd'hui. Et voilà, pour vous montrer un petit peu aussi comment marche le système normatif au niveau européen et où intervient AFNOR, mais surtout où vous pouvez intervenir, parce que c'est aussi ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Le besoin est évident, nous avons besoin d'experts pour défendre les positions françaises dans les différents groupes de travail et différentes instances européennes. Je voulais vous montrer un petit peu rapidement la chronologie d'élaboration d'une norme, sans entrer trop dans le détail. Vous avez aujourd'hui un sujet préliminaire de travail, donc c'est un intérêt qui est marqué par des experts sur une thématique. On enregistre cette thématique dans un comité technique et on laisse du temps aux experts, vous avez 3 ans maximum, pour développer le sujet. Une fois que le sujet est bien avancé, vous pouvez activer ce sujet et à partir de là, vous avez ce qu'on appelle l'horloge qui démarre avec un temps défini pour élaborer un premier document, un first draft, avec tous les experts membres du comité, du groupe de travail. S'ensuit une enquête publique, et c'est là que c'est vraiment très, très important pour les experts, mais pas seulement. Cette enquête, elle est ouverte à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être membre d'une commission de normalisation pour répondre à ces enquêtes publiques. Vous pouvez donner votre avis, faire des commentaires, et ces commentaires seront ensuite transmis au groupe de travail et au comité technique. Donc, je réponds un peu par anticipation à la question qui avait été posée. Les retours de terrain sont pris essentiellement à cette étape, à l'étape de l'enquête publique, et c'est très important, c'est l'étape la plus importante, je le répète, car c'est ici que vous allez pouvoir influer vraiment sur le texte et donner vos avis. Les avis ils seront pris forcément en considération par le groupe de travail, parfois avec une réponse négative, c'est une possibilité, mais qui sera toujours justifiée. C'est très important, lorsqu'un groupe de travail répond aux différents commentaires qui ont été émis lors de l'enquête publique, il justifie ses réponses si jamais il refuse un commentaire. Ça, c'est un travail qui s'effectue en back-office avec les experts de la commission et du groupe de travail que vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez en étant membre des commissions de normalisation. Enfin, le dernier point dans l'élaboration de la norme, c'est le vote formel qui est une confirmation du texte modifié. À nouveau, il est possible de faire des commentaires, mais seulement éditoriaux cette fois. C'est pour ça que l'étape est un peu moins importante et que les commentaires qui ont été faits, les commentaires techniques qui ont été faits à l'enquête publique, marque vraiment l'étape la plus importante. S'ensuit, si tout se passe bien, une publication de la norme et une révision dans les 5 ans qui suivent avec le système des examens systématiques, une révision pouvant intervenir avant les 5 ans, évidemment, s'il y a un besoin. Donc ça, c'est l'élaboration de la norme classique, celle qui représente 85% des cas. Alors là, c'est les instances européennes qui s'affichent également. Donc voilà, vous voyez les différentes interventions d'AFNOR et du SEN. Lorsqu'on passe sur des normes harmonisées, le système est un petit peu différent puisque vous avez forcément le règlement, la directive de l'Union européenne au tout début. Vous avez ensuite cette fameuse demande de normalisation. Donc, pour appliquer la directive, on a besoin d'une norme et c'est ici que la demande s'effectue par la Commission européenne, auprès du SEN, mais aussi de tous les bureaux de normalisation, et l'AFNOR est consulté à ce niveau-là. Vous êtes consulté pour donner votre avis sur cette demande de normalisation. Est-ce qu'elle est pertinente? Quels sont les critères qu'il faudra prendre en compte? Quels sont les red flags éventuellement que l'on peut identifier tout de suite? Voilà. Une fois que cela est fait, et si la demande est validée, on passe à l'élaboration de la norme. Et là, on retombe sur le schéma classique présenté juste avant, avec le travail au sein des groupes de travail, les enquêtes publiques, les commentaires, etc. S'ensuit une évaluation de la norme. Alors là, je ne rentre pas non plus dans les détails, qui est effectuée par des consultants, mais qui permettent de valider véritablement le fait que la norme correspond aux attentes de la demande de normalisation qui a été effectuée.
Et dernière étape, la citation de la norme au journal officiel de l'Union européenne qui lui donne son caractère différent par rapport aux normes que l'on connaît habituellement et qui ne sont pas dites harmonisées. Voilà, ça c'est vraiment le schéma classique de la normalisation européenne. Vous avez eu les deux manières de créer une norme, la norme classique, la norme harmonisée, et les différentes interventions à la fois de l'AFNOR, du CEN et de la Commission européenne lorsqu'il y a un lien à faire entre une directive et la normalisation. Voilà pour les différents schémas. Et donc, pour conclure assez rapidement cette étape, juste vous rappeler donc que les normes classiques s'appuient sur une réglementation pour développer des nouveaux projets et que les normes harmonisées, elles, si la Commission européenne effectue une demande de normalisation auprès du CNCDEC. Ne pas confondre, parce que c'est assez important tout de même, ne pas confondre les normes avec la réglementation. Les normes sont volontaires, sauf si elles sont harmonisées, encore que ça peut se débattre. Ce ne sont pas des lois, ce ne sont pas des directives, ce ne sont pas des décrets, des réglementations, etc. Nous, notre objectif, c'est de réunir les experts français autour de la table européenne pour rédiger les normes et porter les positions françaises. Nous ne faisons pas de tests de produits, de matériaux, etc. Et nous garantissons le respect du processus d'élaboration des normes, à savoir que tout le monde peut participer. Notre rôle est de s'assurer que tout le monde peut participer et que les voix de tout le monde sont bien entendues lors du développement des normes. Voilà pour un panorama rapide de la normalisation européenne et des liens avec AFNOR. Merci Antoine. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vais laisser la parole maintenant à Francis Allard pour qu'il tire quelques mots de conclusion. Francis, tu as la parole. Oui, bon, merci Christian. Merci à l'AFNOR de nous avoir accueillis et d'avoir rendu possible ce webinaire. Bon, c'est une première entre l'AICEF et l'AFNOR, mais c'est peut-être quelque chose à reconduire sur d'autres sujets. Moi, il me reste à remercier l'ensemble des intervenants et puis des gens qui se sont connectés à notre webinaire. Alors, celui-ci était enregistré, et donc il sera disponible sur YouTube, c'est bien ce qu'on avait dit. Voilà. Oui, ça a été. Il sera disponible sur la chaîne de l'AICEF. Voilà. Donc, ce que je voulais dire peut-être finalement en forme de conclusion, mais ce sera très rapide. Moi, ce que je retiens des différents intervenants, c'est finalement une demande de cohérence, que ce soit de la part des architectes ou des industriels qui sont intervenus, une demande de cohérence au niveau, disons, européen, à la fois sur les outils de prédiction qui, après, permettent les calculs réglementaires, ou au niveau de l'application, finalement, des normes dans un contexte national, des normes européennes dans le contexte national. Alors, je crois que ce point de vue, c'est celui que défend l'AICVF depuis un certain nombre d'années, que nous relayons à travers notre fédération européenne REVA. Dans le petit historique, mais très très rapide, que j'ai pu présenter tout à l'heure, c'est ce que j'essayais de montrer aussi, c'est qu'on est vraiment dans ce sens de l'histoire, c'est-à-dire que petit à petit, si on part de ce qui existait en 2001 et puis où on en est aujourd'hui, on voit quand même qu'on avance dans la cohérence. Il y a encore pas mal de travail à faire, mais ce travail, souvent, finalement, résulte de la transcription des directives dans les réglementations nationales. Ces directives qui concernent le bâtiment étant considéré comme aussi un bien culturel, sont uniquement des directives cadres qui doivent être transcrites après dans les réglementations nationales. Et c'est souvent là où le bas blesse un petit peu jusqu'à présent, c'est-à-dire que chaque État membre essaie de garder un petit peu des aspects particuliers dans ces réglementations. Alors, mon souhait le plus cher, c'est qu'effectivement, on avance ensemble dans cette démarche de cohérence, et on voit bien que pour l'ensemble des acteurs professionnels, le marché européen, c'est le plus grand marché solvable au monde, et on a besoin de cette cohérence, justement, pour que nos industriels, nos architectes puissent développer leurs produits dans un cadre plus général, et c'est ce que nous souhaitons. Voilà. Moi, je tiens à remercier l'ensemble des intervenants.
Et puis, je vais vous saluer. On a pris un petit peu de retard, mais je pense que les discussions que l'on a eues étaient riches et nécessaires. Voilà. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir.